Audio Jungle. Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. Une citation signée Amelia Earhart pour introduire l'épisode 673 de Plateau Foot Europe, les sorties des sélections hébergeant les majeurs en qualification du mondial Qatar 2022. L'Italie et l'Espagne traînent les pas. L'Allemagne, New Look, Kane, Sterling présents pour les Three Lions. Les Bleus font grise mine en attendant l'Ukraine. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo continue d'écrire son histoire. On en parle dans la première partie. La seconde fait le point sur le marché des transferts. Quelle escouade a fait le meilleur des emplettes? Les avis des spécialistes à suivre dans l'émission. Noël de Souza, oui, c'est un supporter attitré de l'Espagne et du Barça. Il est là, buenos dias, bienvenue, comment tu vas? Buenos dias Angelo, bonjour au plateau, bonjour à tous les fidèles branchés. Et comme j'ai l'habitude de dire, merci à Dieu pour cette grâce qui nous accorde d'être toujours en forme et dans le studio bleu de Sport FM. Et surtout en vie, hein. C'est aussi très important. C'est très important, en forme et en vie, parce que vous savez, il y a, avec les moments, la crise sanitaire et tout, on a besoin de cette grâce. N'est-ce pas? Ouais. Il est également là, Vicente Noussoulé. Lui, c'est un féru du Real Madrid, mais je ne sais pas s'il supporte l'Espagne. Un spécialiste du Real Madrid. Un spécialiste du Real Madrid. Et quelle est votre sélection préférée sur le vieux continent? Non, je suis brésilien. Brésilien. Ouh, de l'autre côté de l'Absud. Ah oui, ça se comprend. Je vois pourquoi vous tapez souvent sur Neymar. Alors, comment vous vous portez? Ça va très bien, Angelo. J'espère que les auditrices et auditeurs aussi vont très bien. On l'espère également. Echevi Tengue, oui, c'est le français de la maison, oui, n'est-ce pas? Oui. Les Bleus. Les Bleus. Didier Deschamps. Vous avez si bien deviné. Ah ben on lit entre les lignes, mon cher ami. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va. Merci d'être là. Merci également. Et on passe le micro, la passe décisive à Joël Haï. Bonjour, comment vous allez? Je ne sais pas si vous supportez une équipe en Europe, mais bon, je sais que c'est pour vous, c'est Manchester United. Vous avez une sélection en Europe que vous kiffez? Non. Manchester ou rien. Non. Ouais, c'est son choix. On le non, comprend. Quand même. Comment vous allez? Vous allez bien. Vous allez ramener un peu le micro vers vous pour qu'on puisse entendre votre belle voix. Vous êtes en forme? Oui, je remercie. Voilà, vous remerciez le Seigneur, voilà qui est dit. En forme. Et voilà, on va continuer justement cette randonnée. Vous pouvez regarder la vidéo de ce nouveau numéro sur sportfmtg.com grâce à Eloma Dovon et Pélagie, non plutôt c'est Théo Ajavon qui est de l'autre côté à la mise en onde. Salut sportif à toutes et à tous, agréable réception. Le show du foot européen, c'est parti. Nous démarrons justement cette émission numéro 673 avec nos spécialistes déjà en studio. On va aborder la zone Europe naturellement dans ce nouveau numéro avec le groupe A du Portugal, avec justement la sortie de Cristiano Ronaldo avec cette équipe du Portugal qui était face à l'Irlande la dernière fois. Certes, les Irlandais ont mené depuis la 45e minute, mais qui était là pour ramener tout, on pourra dire, à la maison, surtout au grand bonheur des supporters lusitaniens. C'est Cristiano Ronaldo qui, au passage, inscrit son 110e et 111e but en sélection. Vicente Noussoulé, quoi qu'on dise, ce monsieur, il est insatiable. Insatiable, qui a toujours envie de gagner, a toujours soif de rentrer encore beaucoup plus dans l'histoire. C'est ce qu'il est en train de faire tout simplement. Moi, je dirais que Cristiano Ronaldo, en plus de Lionel Messi, ce ne sont plus des légendes. Ils sont plus que des légendes parce que à voir ce qu'ils sont en train de faire et que à leur niveau, l'âge n'est qu'un chiffre. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, du haut de ses 36 ans, continue quand même de progresser, d'écrire encore plus l'histoire, de se bonifier au niveau des statistiques, et c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il a encore fait. L'autre fois, face à l'Irlande, on voit qu'il a raté un penalty dès la 15e minute. Ce qui ne lui arrive pas souvent. Oui, ce qui ne lui arrive pas souvent. Je pense qu'il avait tout simplement fait plaisir à ses détracteurs à ce moment-là. Et donc, après, voilà, le but de l'Irlande à la 45e minute au retour des citrons, oui. Voilà, il n'y avait personne.
pour quand même réaliser ce génie-là. Et il est passé par la coup de tête deux fois. À la 88e et à la 96e minute. Oui, je exactement. pense que, voilà, là, il avait fait plaisir à ses fans et je pense que en général, il avait voulu faire plaisir à tout le monde et la fête était très belle. N'est-ce pas? Il a ôté son maillot, ce Oui. qu'il avait fait l'autre fois à la Juventus, qui n'avait pas forcément Il avait marché. pris un jaune Et donc, derrière. voilà, il voulait tout Le but n'était pas valable. il voulait tout simplement rectifier cela. Je Ouais. pense que Cristiano Ronaldo aujourd'hui, c'est quand même 111 buts. C'est incroyable, En sélection, c'est incroyable, Wow. tout simplement. Et voilà, il n'y a pas de mots à qualifier ce que ce génie du football est en train de faire. Noël, vous continuez à admirer non seulement ses pectoraux, mais également tout ce qu'il fait avec cette sélection. Oui, il faut tout simplement reconnaître que sans Ronaldo, du moins sans ces 2 buts de Ronaldo, le Portugal ne serait pas à la première position dans ce groupe. Exactement. Avec 4 points derrière la Serbie, parce que dans cette rencontre, on a quand même vu, CR7 avait l'obligation de se racheter parce qu'il avait déjà raté un penalty, ce qui n'arrive pas souvent, vous l'avez dit. Oui. Maintenant, le joueur, on le connaît, on sait quand même qu'avec son âge, il n'est plus capable d'être aussi chaud bouillonnant, mais il est là pour mettre des buts. C'est sa spécialité d'ailleurs. C'est Cristiano. Il peut faire 4 passes décisives, 5 passes décisives, mais pas un but. Cristiano n'a pas fait son match. On le connaît désormais pour ça. Donc, je pense que le Portugal doit réfléchir à un après Ronaldo, même si ça va être très difficile. On ne va pas trouver d'ici là un joueur qui est capable de faire ce que Ronaldo ou ce que Messi font. On va voir peut-être des décennies encore avant de voir des joueurs qui sont capables d'avoir ce talent, de travailler dans le temps et d'être à ce niveau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient au Portugal de réfléchir forcément, essayer de trouver un vrai garçon devant qui est capable de mettre la balle au fond, parce qu'ils vont en souffrir si Cristiano n'est plus là. En tout cas, on ne cessera jamais d'apprécier les performances XXL de la star portugaise Cristiano Ronaldo dans ce même groupe A pour le compte de la 4e journée de la zone Europe éliminatoire Qatar 2022. Luxembourg a pris le dessus sur l'Azerbaïdjan. Oui, ne soyez pas étonnés, l'Azerbaïdjan fait partie de l'Europe. Mais de quelle partie? On vous envoie au dictionnaire tout simplement. 2-1. Et on se remémore, on pourra dire simplement que pour la 6e journée, le Portugal sera en déplacement du côté de l'Azerbaïdjan, et puis l'Irlande reçoit la Serbie. Ce sera le 7 septembre, mardi prochain. Et puis, oui, l'information, elle est tombée. Cristiano Ronaldo a reçu une dérogation spéciale de la part de sa sélection pour rejoindre la ville de Manchester et poursuivre justement ses préparatifs en vue de reprendre tout doucement avec cette équipe de United à partir du 11 septembre face à Newcastle en première ligue anglaise. Alors, mon cher Etchevi Tengue, on continue de parler de Cristiano Ronaldo, mais cette fois-ci, un tout petit peu, on ouvre la fenêtre club. Il va arborer le dossard 7 et Cavani va prendre le 21. Vous trouvez ça normal qu'on arrache le dossard 7 à Cavani et qu'on le donne à Cristiano? Ça a été juste un consensus, bien entendu. Vous pensez? Bien sûr. Si Cavani, un consensus. Si Cavani dit que voilà, il donne le dossard à Cristiano Ronaldo avec beaucoup plus de plaisir, c'est parce que... Vous croyez en ce qu'il dit? Je crois. Vraiment? C'est des joueurs qui se connaissent, qui sont des amis. Aujourd'hui, Cristiano... Cavani peut-il refuser de lui céder ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est l'homme, l'homme parce que c'est Cristiano, on refuse pas. C'est Cristiano et c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de statut au niveau de Man U. Et Cavani vient de débarquer, ça fait pratiquement 2 ans, mais Cristiano, depuis qu'il est parti, est pratiquement 12 ans aussi, mais il a toujours son aura qui dégage tout le temps dans ce stade-là. Tout récemment, avec cette victoire de Man U, c'est juste son nom qui a été tout simplement chanté dans ce stade-là. Ce qui dit tout simplement que c'est un emblématique du côté de Man U, où il faut à tout prix mettre toutes les conditions en place, histoire de lui permettre de faire gagner cette Champions League-là. Ça passe par le dossard 7 également. Ça passe par le dossard 7, puisque le gars même a... Le dossard fait jouer? Oui, pour lui, le dossard fait jouer déjà avec la marque CR7. Pourquoi ne pas apporter ce dossard 7? Pourquoi pas CR21? Non, ça ne le fait pas. Alors, je vous pose cette question, vous qui êtes féru de Manchester United, Cristiano Ronaldo qui arrive avec le dossard 7, comme un certain David Beckham, George Best, même si Michael Owen l'a aussi arboré, mais bon, on a vu le résultat. En quoi récupérer le dossard 7 est si important? Seulement côté marketing, ou ça lui donne une autre, on pourra dire une autre énergie de se décupler sur le terrain, Cristiano? À Manchester, quand on parle du dossard 7,
c'est toute une histoire. Pour tous les joueurs que vous avez eu à citer tout à l'heure, de George Best jusqu'à Cavani aujourd'hui, quand on vous donne le dossard 7, Di Maria passé par là, Memphis, tout ça là, mais c'est tout un poids, c'est toute une responsabilité. Alors à Manchester, quand vous demandez on vous donne le dossard 7, c'est qu'on vous donne des responsabilités tellement lourdes que tout le monde n'ose pas le faire. Or, n'oubliez aussi pas que Cristiano Ronaldo a sa marque qui est CR7. Alors, je ne vois pas, et Thierry l'a touché tout à l'heure, l'aura du joueur. Alors, le dossard 7, on peut dire que c'est pour lui. Tant qu'il revient, on le lui donne. Cavani n'a pas, il peut peut-être tenir un petit moment, mais il ne finira jamais avoir raison devant Ronaldo. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'avec Cristiano Ronaldo, c'est vrai qu'il y a des obligations et tout, le 7 c'est le poids et tout, mais avec la Juventus, on a compris que ça ne marche pas à tous les coups. Je pense qu'il fallait... Ça marche pas. Ça marche pas à tous les coups. Il faut être d'accord. Je suis pas d'accord. Il faut se préparer mentalement par rapport à ça. Il ne faut pas croire que parce que Cristiano Ronaldo a le dorsal 7 et vous dites que le dorsal 7 est tout un poids, c'est toute une histoire et tout, Cristiano n'a plus l'âge qu'il avait avant. Il faut reconnaître tout ça. C'est mettre de l'euphorie dans la tête des gens et demain vous allez voir les mêmes supporters lui crier dessus comme ça a été le cas. Ronaldo, je ne crois pas. Ça a été... Non monsieur, le football va si vite, la vie va si vite. Il y a beaucoup de choses, plusieurs événements qui nous ont prouvé que entre l'amour et la haine, il n'y a qu'une... Pour vous récupérer le dossard 7 n'était Moi pas je pense, nécessaire, à mon c'est humble ça? avis, je pense qu'il fallait du moins laisser une saison, parce que la saison a déjà débuté, laisser cette saison à Edinson Cavani, finir la saison et essayer de faire les choses. Même si Cavani voudrait refuser, il ne peut pas le faire parce qu'il s'est rentré en conflit avec ses premiers dirigeants. Vous voyez Cavani dire non. De toutes les façons, Cristiano, même avec un dossard 21, on le connaîtra toujours. Il faudra parler de lui forcément. Partout où il est passé, il a Oui. toujours laissé ses empreintes Ses là-bas. empreintes. Ce qui dit tout, c'est pas le dossard, c'est ta majesté avec Cristiano Ronaldo. C'est l'ombre et C'est lui. pas un scandale. D'accord, c'est pas un scandale. Non. Rapidement, Mon cher, ce qui a Vicente. joué en faveur de Cristiano Oui. Ronaldo, c'est aujourd'hui la posture que Cavani a dans ce club-là. Cavani n'est pas un certain Pogba, un Bruno Fernandes. Il n'est pas décisif selon vous? Évidemment, imaginez si c'était un Bruno Fernandes ou un Paul Pogba, ça allait un peu prendre de temps et il serait un peu réticent avant de céder. Mais je dis aussi par rapport à ce que Noël a dit, je pense que le numéro 7 a toujours porté chance à Cristiano Ronaldo. Il ne va pas me dire que Cristiano a échoué individuellement à la Juventus. C'est quand même 101 buts en 3 ans. Et pour donc, vous, c'est collectif. J'ai parlé des objectifs. Messieurs, on va continuer. On reviendra justement sur l'épopée 2 de Cristiano à Manchester United. Mais nous, on poursuit pour évoquer toujours les éliminatoires du Mondial 2022 Zone Europe avec le groupe B de l'Espagne. Curieusement, Etchevi Tengue, cette équipe de l'Espagne qui a fait une belle campagne à l'Euro, battue par la Suède 2-1. Oui, pour l'instant, la transition, elle est mal faite, à mon avis, au niveau de cette équipe espagnole. Quand nous prenons encore une fois les Barcelonais qui tendent vers la fin. Vous voulez parler de qui? D'Alba et de Busquets? D'Alba et de Busquets au milieu de terrain, ça ne le fait pas. Surtout avec cet attaquant tueur qui manque dans cette équipe espagnole. D'accord. C'est bien vrai que voilà, c'est une équipe en reconstruction, mais à un moment donné, il faut essayer de revoir les trucs parce que l'Espagne, quand on prend tout le pays, c'est pas les joueurs qui manquent, mais asseoir une équipe comme on l'avait connu en 2000. Vous pensez que Luis Enrique ne fait pas une prospection approfondie? Pour moi, il ne le fait pas. Il ne fait pas l'équipe. Et pourtant, il a des joueurs pour. Quand nous prenons Alonso du côté de Chelsea, c'est un très bon latéral, mais on continue de faire jouer Alba plutôt, voilà. Autant pour moi. Bon, quelque part, c'est une équipe à revoir. Pas. Je le comprends pas, mais tout compte fait, je crois que cette équipe va rebondir bientôt. En tout cas, et devant, on a des joueurs comme Torres, Morata qui en tout cas est toujours dans cette escouade ibérique, et puis Gérard Moreno. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, Joël Aïe. Oui, un aspect que Noël touchait tout à l'heure, avant même le début de cette émission, la titularisation de Busquets et consorts. Moi, je me dis que le problème que l'Espagne aujourd'hui a, c'est ce que Noël touchait tout à l'heure quand il s'agissait du Portugal. Parce qu'après Ronaldo, vous allez voir, après la génération des Villa, Morientes et autres, l'Espagne est en dedans, c'est dans le ventre mou pratiquement des compétitions européennes. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, il va falloir faire une autre prospection. Mais Luis Enrique a amené cette équipe en demi-finale de l'Euro qu'il aurait attendu.
Il faut dire que ça s'est passé on peut dire sur un coup d'éclat ou une chance. Vous pensez que c'est un hasard? Il y avait un nom. C'était Pedri. Il y avait un nom. Non, laissez-le continuer, s'il vous plaît. Ça dit, il faut voir le travail, l'exemple le nom qu'il vient de citer, Pedri par exemple. À lui seul, il avait porté toute l'équipe parce qu'il était partout, à tous les moments. Mais aujourd'hui, il suffit que, comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le point de temps. Et voilà, un seul joueur vous manque et puis ça ne passe pas. Mais il faut réfléchir. Il faut se poser des questions. Ouais. En tout cas, dans ce groupe B, la Géorgie a perdu 0-1 face au Kosovo. Et on rappelle quand même que côté suédois, c'est Ishak Belfodil. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Kosovo a gagné. Oui. La Géorgie s'est inclinée face au Kosovo. Oui, vous êtes surpris. Oui, d'accord. C'est parce que le Kosovo ne peut pas mettre un but. Le Kosovo est actuel 3e de la poule. Félicitations au Kosovo. L'Espagne est attendue dimanche face à la Géorgie à domicile. Et puis la 6e journée, ce sera mercredi. Le Kosovo qui reçoit justement l'Espagne de Luis Enrique. On s'attend justement à une belle empoignade au niveau de ces deux sélections. Et au classement, on rappelle que la Suède est devant avec 9 points. L'Espagne derrière 7 points. 3 unités pour le Kosovo, 2 pour la Grèce. Et puis la Géorgie est bon dernier avec 1 point. On rappelle que c'est la première défaite de la Roja en match de qualification du mondial depuis le 31 mars 1993. C'est à prendre et à noter. Et l'on poursuit pour évoquer la poule C, Noël de Souza, la 4e journée dans cette poule. L'Italie, championne d'Europe, était à la maison face à la Bulgarie. Cette équipe a fait match nul. Quel commentaire vous faites là-dessus? Je dirais que quand on prend un peu les dernières performances de l'Italie, c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant parce que c'est quand même les champions d'Europe en titre et avec des joueurs qui ont beaucoup donné, qui ont tout donné. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a passé à un fil face à l'Espagne. Et même en finale, ça n'a pas été facile. Mais on sent quand même que cette formation-là, je dirais tout simplement qu'il y a des joueurs qui sont un peu dedans avec le début de saison, la préparation et tout. Mais ce qu'il faut souligner, c'est quand même ce Federico Chiesa qui est toujours là. Il vous impressionne? Il m'impressionne beaucoup depuis la Juve et jusqu'ici, parce que c'est un joueur, imaginez Cristiano était là, mais il s'en foutait pas mal. Il était là, il faisait tout. Non, c'est-à-dire... c'est un joueur, c'est l'entrepreneuriat dans le jeu. Dans le jeu, vous voyez qu'il y a d'autres joueurs qui veulent jouer pour Ronaldo. Mais il n'est pas du tout d'accord. Quand Chiesa est là, il cherche toujours sa faille. Mais se dire qu'il s'en foutait pas mal de Cristiano, là, c'est trop exagéré. Parce que on va pas revenir là-dessus. Vous venez de parler du poids Ronaldo. Quand vous avez un joueur qui est capable de sortir la tête du lot, quand CR7 était là, ça veut dire que ce joueur-là a de la hargne, a de la pointe. Oui, il prend des initiatives. Et quand vous voyez son but face à la Bulgarie, c'est un vrai but. C'est un joueur qui est entrepreneur dans ce qu'il fait sur la pelouse. Maintenant, je pense que Roberto Mancini va quand même essayer de remonter les bretelles à ces joueurs parce que vous savez, d'habitude, l'Italie, c'est un peu ça. L'Italie, c'est dans les rencontres éliminatoires, difficilement qu'on se qualifie. Et quand on vient, tout passe. Maintenant, avec Mancini, cette fois-ci, il a quand même démenti tout cela. Ils ont bien déroulé et ils sont partis remporter l'Euro la tête haute. Maintenant, je pense que qu'on le veuille ou non, avec la Bulgarie et toutes ces autres formations dans ce groupe-là, l'Italie va quand même passer. C'est dada. En tout cas, attention à cette belle équipe suisse dans cette poule C de l'Italie avec des joueurs comme Brilembolo, Seferovic, Shaqiri, sans oublier Zuber et Akanji. Et justement, lors de la 5e journée, la Suisse, dimanche, reçoit l'Italie. Alors là, cette équipe de la Squadra Azzurra, oui, doit montrer un autre visage, même si elle est devant en poule avec 4 points d'avance sur la Suisse. Oui, elle doit montrer un nouveau visage parce que vous savez déjà avec ce match nul-là, c'est vrai que c'est un record qui a été battu avec un goût d'amer, 35 matchs, record d'invincibilité. De l'Espagne, oui. Et de l'Espagne et du Brésil justement. Et donc l'Italie a une très belle opportunité
d'établir un nouveau record avec 36 matchs d'invincibilité. Voilà. J'y suis finalement arrivé. Et donc, il y a trop de consonnes. Évidemment. Donc, je pense que la Suisse, c'est un adversaire très costaud, comme vous l'avez dit, avec Severovic, Shaqiri, qui a récemment rejoint l'Olympique lyonnais. C'est des joueurs qui, c'est vrai que ce ne sont pas de grands noms, mais qui collectivement ça sont c'est quelque donc, chose. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais ce sera quand même une adversité à cette équipe de la Suisse. Et donc l'Italie va devoir faire beaucoup attention. Et Noël a dit quelque chose tout à l'heure. L'Italie, ce n'est pas trop ça, c'est inconstant souvent. Et donc il va falloir quand même retrouver la forme qu'on leur connaît, la forme qu'on leur a vue tout récemment à la dernière Coupe d'Europe. Et donc je pense que ça va se faire. Sinon, ce sera très difficile parce que c'est quand même la Suisse qui a envoyé. Vous ne voulez pas terminer sur ça, mais vous l'avez fait quand même. Lors de la 6e journée, l'Irlande accueille la Suisse et puis l'Italie sera à domicile face à la Lituanie. On rappelle que dans cette poule C, on a l'Italie qui est devant 10 unités, 6 pour la Suisse, 4 pour l'Irlande du Nord, 2 pour la Bulgarie et puis 0 pointé pour la Lituanie. Et l'on passe à la poule D, toujours pour le compte de la 4e journée. La France de Didier Deschamps face à la Bosnie-Herzégovine. 1 but partout. Joël Aïe et puis à la fin, c'est Jules Koundé, malheureusement, pour sa première, en tout cas où il devrait normalement s'exprimer, il prend un rouge. La presse française doute déjà de l'après-Euro de cette équipe de France. Oui, il y a de quoi douter. Là où mon frère a chuté tout à l'heure, parlant de la Suisse, et il s'est passé beaucoup de choses. C'est une Euro, je peux dire ratée. Maintenant, ils ont l'opportunité de rebondir devant comment on appelle ça, la Bosnie. Cette équipe a douté. Et je me dis que l'absence aussi de N'Golo Kanté a fait beaucoup de mal à cette équipe en récupération. Parce que quand on voit le premier but d'Edin, il a tenté une frappe. Ça me rappelle le but d'Eder à la finale dernière. Donc, je me toujours dis face à la France. Toujours face à la France, malheureusement. Et en France en plus. Donc, je me dis que on peut dire but gag et chanceux de Griezmann, mais ça ne fait pas encore cette équipe de France. Elle doute. Mbappé aussi qui vient de quitter cette touché sélection. au mollet. Et moi, je me dis que tout est déjà dispo pour que cette équipe se mette en cause et se reconstruise. D'accord. Koundé, je suis désolé pour lui. Il faut toujours avoir une première. Peut-être c'est maintenant que c'est arrivé. Ça va lui permettre de mieux mûrir, d'acquérir une certaine maturité, se préparer psychologiquement pour revenir, ce que Mbappé n'arrive pas à faire et il n'apporte pas un plus à cette attaque française. On va parler de cette équipe de France toujours avec justement, il a parlé de l'absence de N'Golo Kanté, mais on a fait appel à des joueurs comme Jordan Verretou et d'autres joueurs. Vous pensez que N'Golo Kanté est indispensable? Oui, indispensable quelque part, parce que c'est l'homme providentiel de ce milieu de terrain. Et il faut parfois, quand on parle d'une équipe nationale, avoir un doublure. Et Deschamps a toujours les joueurs, mais il n'arrive pas à faire l'équipe. On met de côté un buteur à la maison parce qu'il a eu à gaffer lors de l'Euro par rapport à une sortie. Et maintenant, en attaque, Karim Benzema, on sait que c'est un buteur, mais ce n'est pas un numéro 9 qui, à chaque fois, peut trouver des occasions et les marquer. Moi, le problème, c'est au niveau de Deschamps qui, jusque-là, a perdu toutes ses qualités en matière de tacticien. Fait-il un mandat de trop? Un mandat de trop, oui. Un mandat de trop, oui, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes sélectionneur, il a pratiquement gagné tout. Si ce n'est l'Euro qui manque, il va falloir tout simplement faire la transition, surtout au niveau des entraîneurs également, et passer la main à d'autres personnes. On a Zidane quelque part là-bas. Et Deschamps persiste toujours. Le choix est clair. Hein? Le choix est clair. C'est le moment où jamais de laisser la main à quelqu'un d'autre, parce que en faire de trop, on continue toujours par perdre tout ce qu'on a eu à faire de bien dans le passé. Donc pour moi, Deschamps, c'est lui le problème, parce que la France a des joueurs qui aujourd'hui sont des top players en Europe, mais trouver cette équipe française en difficulté, je me dis quelque part il y a un problème où Deschamps doit trouver des solutions, où pratiquement la FF doit remercier Deschamps si l'advenait que je vois Noël qui sourit derrière son masque. Ah oui, il peut sourire parce que l'équipe de France est reconnaissable. Bizarrement, c'est ça la place de Deschamps toujours sur le banc français. Oui, moi je trouve que Deschamps, à mon humble avis, a quand même
le droit de faire ce mandat-là. La transition, c'est ce que Deschamps est en train de faire comme ça. Aujourd'hui, quand on prend les Kamavinga... Mais cette équipe n'a-t-elle pas besoin d'un nouveau souffle? Quelqu'un qui apporte une nouvelle façon de gérer, de faire? À mon avis, à mon humble avis, oui. On est en train de remercier Deschamps pour service rendu. Non, écoutez. Moi, à un moment donné, quand on veut forcément suivre ce qui se passe sur le terrain, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Il y a certaines choses clairement qu'on ne comprend pas. Parce que personne n'attendait ou ne s'attendait à ce que Deschamps amène cette équipe de France à aller remporter cette Coupe du Monde. Je pense que c'est un point très important. Et ne gagne pas une Coupe du Monde qui veut. Ça, il faut être clair par rapport à ça. Même si aujourd'hui Deschamps est en train de gaffer, il faut reconnaître quand même qu'il a eu le mérite de faire des exploits par le passé. Mais maintenant, dans ce cas, doit-on privilégier l'homme à la sélection? Non, on ne doit pas privilégier l'homme à la sélection. Mais ce qui se passe, entre guillemets, derrière les rideaux, il faut qu'on essaye quand même de voir ça. Parce qu'on a beau crier, on a beau tout dire, nous ne sommes pas au poste de décision. Non, ça, c'est à lui. Maintenant, quand je prends cette équipe de France, il faut être sûr de quelque chose. Ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a différentes rencontres qui vont s'alterner. Et qu'on le veuille ou non, dans ce groupe, la probabilité que la France se qualifie, elle est forte. D'accord. Dès que cette probabilité est forte, on peut se dire, mais Deschamps, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? On attend, on lui donne l'opportunité, et il essaie quand même de grignoter. À la fin, l'essentiel, c'est que la formation se qualifie. Pourquoi pas lui remercier avec cette dernière Coupe du Monde? Donc, pour le fond de jeu, on ne doit pas s'inquiéter. Les responsables, les premiers dirigeants, ils prennent plus en considération ce que le gars a déjà eu à faire. Maintenant, Deschamps, aujourd'hui, comme Etiavi l'a dit, il a l'opportunité d'ouvrir les vannes. S'il à un moment donné, il a pu faire revenir Rabiot, qui a gaffé, qui a fait plus que, je ne sais pas, Benzema, qui a eu à dire des choses que moi, je n'ai pas acceptées. Et moi, j'étais à un moment donné pour Deschamps, pour que Benzema ne revienne même plus. Parce qu'à un moment donné, il y a des joueurs... Attention, il y a des joueurs... Non. Si on a pu serrer les vis pour Nicolas Anelka, je pense qu'à un moment donné, il faut que tout soit standard. Maintenant, s'il a pu faire tout ça, il va falloir qu'il essaye quand même de revoir les choses. Olivier Giroud, on a beau tout dire, quand on lui donne 5 minutes, il est capable de vous mettre 2 buts en 5 minutes. Donc, essaye quand même de refaire les choses parce qu'il faut que lui-même, Deschamps, il comprenne qu'il est en train de faire ces dernières années avec la sélection française. Pas heure quand même. Merci beaucoup. Mon cher, pour terminer justement sur le sujet. Je pense qu'il y a un contrat qui lie Deschamps et la FFF. Oui. Donc, ce n'est pas encore à thème. Oui. C'est la Coupe du Monde 2022. Oui. Donc, on attend justement que Deschamps arrive au terme de la Coupe du Monde 2022 pour céder la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, par rapport à l'ambiance du groupe, on connaît Deschamps très bien. On connaît que c'est quelqu'un qui veut souvent préserver l'ambiance qui est au sein du groupe par rapport aux individualités. On a vu quand même des joueurs qui ont été excellents sur des saisons que Deschamps n'a jamais convoqué en sélection parce qu'il voulait tout simplement préserver l'ambiance qui est au groupe. Je pense que Olivier Giroud, il reviendra. Mais pas en ce moment parce que voilà, il y a encore cette tension. Les petites séquelles. Peut-être Olivier Giroud, avec tout ce qu'il est en train de... Il a commencé en train de faire en Série A. Je pense qu'il va revenir parce qu'il sera jugé sur la forme et non sur les propos qui ont été tenus lors du dernier. Il était plus mauvais, sur les acquaintances qu'il a avec Didier Deschamps. Parce que quoi qu'on dise, c'est un joueur assez intéressant pour l'équipe de France, justement qui se produit face à l'Ukraine en cette fin de semaine. Et on attend justement la réaction des Bleus face à cette sélection ukrainienne. Et puis lors de la 6e journée qui a lieu le 8 septembre, la France reçoit la Finlande. Normalement, la France doit continuer de prendre les commandes de cette poule D avec 8 points, avec 4 pour l'Ukraine, 2 pour 3 sélections qui se suivent, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. Le groupe I, à présent, celle de l'Angleterre avec, c'est passé... comme du couteau dans du beurre, pour les Three Lions, 4-0 face à la Hongrie. Et là, beaucoup se posaient la question, puisque l'Angleterre a disputé la plupart de ses matchs de l'Euro à domicile. À quoi va ressembler la copie des hommes de Gareth Southgate? Ils ont fait 4-0 avec des buts de Sterling, Rice, Kane, Maguire. On pourra dire que, Thierry, c'est bon pour l'Angleterre, il faut continuer comme ça. Oui, c'est bon pour l'Angleterre, mais ils ont été en difficulté au vu de cette première partie. Oui. Les Three Lions, on sait que c'est des vice-champions d'Europe en ce moment.
où il y a beaucoup de joueurs également dans ce côté. Vice-champion, c'est pas un titre. Hein. Bien sûr que c'est pas un titre, mais c'est rentré dans l'histoire, ce qui permet à l'équipe d'avoir cette cote-là pour aller embrasser ou bien. Il faut les respecter. Il faut les respecter. L'Angleterre aujourd'hui est une grande nation de football. Voilà. C'est à l'image également de son équipe nationale. Donc, quelque part, c'est mérité cette victoire face à la Hongrie. Il n'y a pas photo en tant que tel. Il faut aller se qualifier parce que aussi en Coupe du Monde, depuis quelques années, on ne les voit pas et je crois que c'est le moment ou jamais pour les Three Lions d'aller chercher une place en demi-finale pour Qatar 2022. On se souvient que lors du Mondial 2018, ils étaient à 4e, hein, si je ne me trompe pas, barré par la Belgique, lors de la petite finale. Hein. Ouais. Gareth Southgate qui continue, 4e mondial, 2e à l'Euro. Ça vient. Oui, ça vient. Mais également, la dernière fois, il y a eu un incident toujours fâcheux, on ne cessera jamais de le dénoncer, les cris racistes à l'endroit des joueurs comme Jude Bellingham et d'autres joueurs de couleur au niveau de la sélection anglaise à Budapest. C'est vraiment extraordinaire parce que pour l'instant, Boris Johnson dénonce vraiment cela. Le Premier ministre britannique n'est pas du tout d'accord par rapport à ce genre d'attitude et il demande à la FIFA de prendre ses responsabilités. Quoi qu'on dise, on a du mal à le dire, hein, Joël Haï, ce serait compliqué, difficile d'arriver à éradiquer ce genre d'attitude sur les terrains de football. Ça paraît difficile, mais je me dis que c'est faisable. Entre-temps, Samuel Eto'o avait fait une proposition quand il demandait de frapper la poche de ceux qui commettent bien, ceux qui sont coupables sont reconnus coupables de ces genres d'actes. Les interdictions à vie, l'annulation des abonnements et autres, quand on sanctionne financièrement quelqu'un, il est plus et il réagit mieux quand on prend juste des discours. Donc je me dis que la FIFA peut faire quelque chose en ce sens. On peut sanctionner des supporters, des groupes de gens, même des clubs, des fédérations. Et même retirer des points à ces sélections-là. Pourquoi pas les exclure? Pourquoi pas? Possible. Parce que quand on sanctionne maintenant la sélection, bien l'équipe en question, ça va réjaillir maintenant sur ces supporters. Ils ne vont pas accepter avec l'effort que cette équipe, prenons l'exemple des Three Lions, ce qu'ils ont fait comme effort jusqu'à arriver, ils ont 12 points aujourd'hui. Et la FIFA qui dit, voilà, vos supporters ont posé tel acte, on n'arrive pas à identifier les responsables, vous n'arrivez même pas non plus à les identifier, à les dénoncer. Alors on vous retire par exemple 5 points ou 6 points, mais la sélection ne sera jamais d'accord. Et c'est à eux maintenant qui seront la police derrière ces gens-là pour empêcher que ces genres de situations ne se produisent. Surtout qu'on sait qu'en Angleterre, l'histoire des hooligans est toujours d'actualité. En tout cas, il ne faut rien. Boris Johnson dit à la FIFA de prendre ses responsabilités. En quel sens? C'est lui le premier. Même si on retire des points, je pense que ce sont des décisions qui ont déjà été prises en temps et ça n'a jamais dissuadé les gens. Je pense qu'il faut aller à une loi, à des lois. Aujourd'hui, quand tu tues, on sait que tu fais la prison. D'accord. Il faut qu'au niveau des États, si réellement la question du racisme les tient à cœur, on sorte des lois et on dise, monsieur, quand on vous sent coupable des cris racistes et tout, vous faites 2 ans de prison, vous faites 3 ans de prison. Vous allez voir que les gens vont plus se discipliner par rapport à ce sujet-là. Quand on est là et on dit on retire des points, les gens ont de l'argent. On inflige des amendes. Les points, vous pensez que ils s'en foutent pas mal. Les points lui font quoi? Ça ne va rien faire. Non. Moi, je me dis quelque part qu'il faille quelque part que les stars comme Cristiano et autres s'impliquent là-dedans. Parce que quand ils sortent pour faire des messages. Oui, parce que ça peut passer par là. C'est des jeux qui sont écoutés quelque part. Avis, messieurs. Le même fan qui dit Cristiano tout à l'heure, derrière dit Messi dehors. Donc attention aux fans. En tout cas, on rappelle que c'est un phénomène franchement qui fait beaucoup de mal aux joueurs de couleur tout simplement. Et on parlera du groupe J à présent. Avant d'aller au groupe J, on va faire le point au niveau de la poule I. On rappelle que la Pologne de Robert Lewandowski s'est imposée 4-1 face à l'Albanie et on attend de voir exactement ce choc entre l'Angleterre et la Pologne. Ce sera pour le compte de la 6e journée. Et l'on passe à la dernière poule, la poule J de l'Allemagne avec Hansi Flick qui est de nouveau, on pourra dire, le patron de cette Mannschaft-là. L'Allemagne qui a gagné 2-0 face à Liechtenstein. Bon, le nom, vous le comprenez, naturlich, quoi. Pas grand-chose quand on parle de football.
Mais voilà, l'Allemagne a tout simplement géré sans forcer. 2-0. Un début intéressant pour lui. Un début intéressant parce qu'il y a quand même des matchs à venir qui seront beaucoup plus difficiles que face à Liechtenstein. Donc je pense que c'est une équipe qui ne fait pas trop peur justement à l'Allemagne, qui a aujourd'hui en son sein des Gosens qui jouent à l'Atalanta de Bergame, Kai Havertz, Werner, Gnabry, le Roi Sané, le Roi Sané, donc qui a marqué le deuxième but. Et je pense que c'est aussi un événement quand Timo Werner marque comme ça. Il faut quand même. Hier, quelqu'un me disait, mais c'est Werner qui a marqué. C'est lui qui a. Ça dit beaucoup de choses. Même le Roi Sané, Alors, à quand un joueur de la race de Miroslav Klose, c'est possible? C'est très difficile aujourd'hui à trouver parce que quand on prend aujourd'hui ces attaquants, que ce soit Timo Werner, des attaquants excentrés comme Serge Gnabry ou encore le Roi Sané, ce ne sont pas des tueurs en série, en fait, comme on peut le dire. Donc, alors que Miroslav Klose aujourd'hui n'a pas besoin de faire beaucoup de dribbles, n'a pas besoin de partir sur le côté pour faire contrôle, quoi que ce soit frappe, avant de marquer. Très fort de la tête il est juste là, opportuniste, et il y a beaucoup de chance aussi parce que il y a beaucoup de joueurs qui font le boulot et voilà, lui il enchaîne et finalise. Donc je pense qu'aujourd'hui ce sera très difficile de trouver cet attaquant là, d'autant plus qu'aujourd'hui on a Timo Werner qui est très nonchalant devant le but, donc et un constant également. Oui, il est un constant aujourd'hui, donc il va falloir peut-être encore 10 ou 15 ans pour trouver un nouveau Miroslav Klose. On rappelle que lui, 15 ans, il avait disputé 137 matchs et 71 buts sous les couleurs de la Mannschaft. Il a disputé 4 Coupes du Monde, si je ne me trompe pas. Voilà, 2006, 2010, 2014, non 2002, 2006, 2010 et 2014, où il a remporté le mondial avec justement sa sélection au Brésil. Alors, dans cette poule J, on a l'Islande qui a courbé les chines 0-2 face à la Roumanie, et on attend ce choc lors de la 5e journée. L'Allemagne qui reçoit l'Arménie. L'Arménie qui est actuellement devant l'Allemagne dans cette poule-là. Attention, il y a match à suivre dans ce groupe J. Et puis il y a la Macédoine, 7 points, 3e. La Roumanie, 4e avec 6 points. 3 unités pour l'Islande. Et puis Liechtenstein est dernier avec 0 points. Ça fait sourire mon cher Noël de Souza. Nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe numéro 673. Et ça se passe en direct sur Sport FM, la 91.9, et sur Sport FM, tg.com, partout où vous vous trouvez, que ce soit en France, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Amérique du Sud, où que vous soyez. Vous pouvez juste télécharger l'application de la radio, et puis voilà, vous avez nos programmes avec vous et partout. Nous parlons justement du Mercato 2021. On rappelle que côté anglais, il y a Chelsea, City, United qui ont signé les 3 plus gros chèques sur le marché estival. 7 des 10 recrues les plus onéreuses ont rejoint la première ligue anglaise. Comment peut-on expliquer ça malgré la crise sanitaire due à la Covid-19, quand on sait qu'en 2020, c'était compliqué pour les clubs de pouvoir gagner autant d'argent? Joël Haï, alors cette première ligue continue et continuera, on pourra dire, d'être toujours devant en matière de transfert de joueurs. Non seulement en matière de transfert de joueurs, mais c'est toujours le championnat numéro 1. Et là, ce qui coule là-bas en termes d'argent, c'est pas de la blague. Malgré la situation pandémique qui sévit financièrement, aujourd'hui, sur toute la planète Terre, la Première Ligue a toujours des ressources et continue pas à faire des propositions folles pour s'attacher des services de certains joueurs, même d'autres championnats. Les clubs de Première Ligue, vous venez de citer tout à l'heure, surtout le cas de Chelsea, c'est ce qui m'a un tout petit peu surpris quand j'ai vu ce que Chelsea a mis cette saison, au vu de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont eu à gagner les compétitions européennes, mais cette année, ils ont sorti le chèque. Ça veut dire qu'ils ont une Chelsea a gagné une compétition européenne. Oui, une compétition européenne, parce que pour le moment, la Super Coupe n'est pas encore jouée. Et ils disent qu'ils vont déjà le gagner. Mais moi, je l'ai déjà dit. Elle a été jouée face à Villarreal. Ah oui, non. Et la Coupe des clubs des champions. Le mondial des clubs. Mondial des clubs, d'accord. voilà. Donc, vous les voyez déjà remporter ça? Eux-mêmes, ils l'ont déjà affiché. Ils ont déjà préparé les habits pour. D'accord, super.
ils sortent le chéquier, c'est parce ils ont une vision, ils veulent prendre la première ligue cette saison. D'accord. Ce qui ne sera pas facile du tout. Il y a City aussi qui a sorti le chéquier, tout comme Manchester. Aujourd'hui, c'est des clubs qui ont des ambitions claires. Aujourd'hui, Manchester a affiché clairement son ambition. Vous parlez de quel Manchester? United, je suis rouge. Et je ne peux que parler de Allez-y, continuez. L'ambition, c'est quoi? Il n'y a pas que un seul Manchester. Il y a le vrai et le faux. Il y a le vrai et le faux. C'est le faux. Ah bon, c'est vous qui décrétez ça? Si tu as plus Man que United, oh là là. maintenant, vas-y. Et curieusement, il a porté un masque à la couleur de City. Je ne sais pas si vous faites la remarque. Ouais. Heureusement que il n'y a pas écrit City. Regardez la vidéo de l'émission, s'il vous plaît. Il est en masque Manchester City. Lui qui se dit un raid. Sky Blue. On a un maillot extérieur aujourd'hui qui porte cette couleur. Dis-nous l'ambition. C'est vous qui avez adapté votre maillot. Allez-y, Joël, allez-y, continuez. Donc, je me dis que les ambitions sont claires. D'accord. Les clubs là dont vous venez de parler ont déjà affiché leur ambition cette année, c'est de gagner la première ligue. Et aujourd'hui, il faut mettre les moyens. Et je suis sûr que ça va vraiment bouillonner du côté de la première ligue. Et je crains qu'il y ait une surprise à la fin de la saison. On va faire le tour de table, messieurs, sans langue de bois. Alors, Etchevi Tengue, quand vous scrutez le mercato, vous avez fait le point. Quel club pour vous, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie, en France ou en Allemagne, a fait le meilleur marché? Le meilleur marché, c'est au niveau de Chelsea, Manchester United, et en France, on parlera de Paris Saint-Germain, sans pour autant oublier Marseille. Même si c'est pas votre un club mercato bling bling. Mais il y a beaucoup d'arrivées. Il y a beaucoup d'arrivées. Mais attention. Hein. Oui. Marseille, c'est quoi? Marseille, c'est un grand club français. Le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions en 93. Bien sûr que ce refrain va sonner toujours. Allez-y. Toujours en 1980. Le mercato le plus bien réussi, c'est au niveau de Chelsea qui a fait venir Lukaku, sans oublier également Saúl 115 millions d'euros. Hein. Saúl Miguel, je crois que tous les postes sont doublés aujourd'hui pour Thomas Tuchel. Et pour avoir cette ambition et aller jusqu'au bout, il faut des joueurs, des top joueurs. Et aujourd'hui, Chelsea là, sans oublier Man City également, Manchester United autant pour moi, parce que la défense, elle est renforcée avec l'arrivée de Varane. Sans oublier également l'arrivée de Cristiano Ronaldo en attaque. Sancho, c'est des joueurs top players qui peuvent faire la différence. Et je crois que cette saison, on va encore revoir une équipe anglaise en Champions League, si je ne m'abuse pas trop de ma parole. Mais au niveau de la France, c'est Paris Saint-Germain où pratiquement on n'a pas beaucoup dépensé, mais on a eu des joueurs qu'il faut pour étoffer cet effectif parisien. Je crois que c'est réussi plutôt au niveau de Chelsea, Man U et Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas évoqué l'Allemagne, même si le Bayern a pris Dayot Upamecano. On sait que pas un transfert intéressant pour c'est intéressant, mais c'est un club qui vole toujours les meilleurs joueurs aux autres clubs. Moi, j'aime pas ça du tout. Mais c'est une stratégie. C'est bien que c'est une stratégie, mais ça ne permet pas une concurrence saine. À la Bundesliga d'avoir de la concurrence en tant que telle. Même si les autres clubs n'investissent pas surtout au niveau du mercato, c'est pas pour autant aller piocher les meilleurs ces clubs-là. On sait que voilà, Haaland ne peut pas faire l'affaire à Dortmund. On l'a déjà vu. Alors, Vicente, vous? Oui, en dehors de ce que le Bayern fait en Allemagne, il a aussi signé Sabitzer. Sabitzer, bien sûr, en provenance de Leipzig. Il a tout pris là-bas. Il a pris l'entraîneur de Leipzig. Dans le capitaine. Upamecano est parti au Bayern. Si c'est pas Dortmund, on fait le marché. On va à Leipzig. Non, mais moi, je vais parler du Paris Saint-Germain qui aujourd'hui s'est beaucoup renforcé. Hein. On le dit, mais on l'oublie souvent aussi. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui est devenu une top équipe, un top club en Europe avec l'arrivée de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, ou encore l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est son avis. Ah ouais. Il y a aussi Il faut qu'on arrive à accepter les avis des uns et des autres, messieurs. Soyons fair play. Comme j'ai été avec lui tout à l'heure. Il y a aussi Sergio Ramos. Dans le cas de Marseille. Il y a aussi Sergio Ramos qui est arrivé. Voilà, Donnarumma, le jeune meilleur joueur de l'Euro dernier. Il y a aussi Wijnaldum qui est arrivé. Achraf Hakimi, qui aujourd'hui est en train, mine de rien, en train de faire une carrière exceptionnelle avec tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain
est bien nanti, est bien outillé pour aller chercher une Ligue des Champions. Mais à part cela, c'est bizarre, mais aussi on va notifier Arsenal, qui a déboursé plus que tout autre club. Avant d'aller en Angleterre, est-ce que vous ne pouvez pas parler rapidement de Lyon, Jérôme Boateng et Shaqiri, ou pour vous, c'est pas nécessaire? Évidemment, c'est vrai que Lyon aussi se renforce, mais avec quels joueurs? Moi, je pense que c'est des joueurs sont finissants pour vous. Qui sont finissants, qui sont sur la fin. Boateng est arrivé fatigué. Il a dit en conférence de presse qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour retrouver sa forme. Aujourd'hui, certain, Shaqiri a passé quand même 2 ans sans trop jouer du côté de Liverpool. C'est vrai, il est arrivé, il va apporter son expérience à ce club de Lyon, mais je pense que ce n'est pas aussi bling comme le Paris Saint-Germain l'a fait. Vous enchaînez avec Arsenal? Oui, évidemment, j'enchaîne avec Arsenal qui a quand même débrouillé 145 millions d'euros dont sur le marché. 58 500 pour Ben White, un joueur de 23 ans en provenance de Brighton. Je pense que c'est On parle d'un défenseur. C'est trop quand même, 58 millions pour un défenseur. C'est vrai, 2 secondes zone, si on 23 peut le dire ans, ainsi, 23 ans, il a une grosse marge de progression, non? Oui, mais c'est trop. Vous n'êtes pas convaincu? C'est un peu comme Guardiola avait dépensé 57 millions pour Mangala. Il est où actuellement? Donc, je pense à un moment donné qu'Arsenal, aujourd'hui, doit refaire toute sa politique. Oui. Il y a aussi les arrivées de Odegaard et Ramsdale et autres. Mais une équipe qui dépense plus que tout autre club sur le marché, mais qui est à 3 défaites. Avant-dernier de la première ligue. C'est quand 3 même défaites en 3 matchs. Mais aussi, comme les autres l'ont dit, il faut quand même rappeler que Chelsea aujourd'hui, est le favori. Vous la mettez dans cette étiquette-là, vous lui portez ce costume. Évidemment, l'un des meilleurs favoris pour la première ligue cette saison, parce que la Champions League, elle est déjà faite, peut-être pour une deuxième, on ne sait jamais. Seul le Real a souvent cette forte envie d'enchaîner. Évidemment, c'est peut-être 10 ans après, dans les probabilités. Mais aujourd'hui, en première ligue, Chelsea est quand même un des concurrents pour Manchester United ou Manchester City, donc, parce qu'il s'est renforcé avec l'arrivée de Lukaku et aussi ce prêt qui est venu d'Espagne tout droit, Saúl Ñíguez. Ça, personnellement, c'est une surprise de le voir quitter l'Atlético, lui, un conservateur fin. Mais bon, ça fait partie des surprises. Mon cher Noël, on vous passe la balle pour faire votre point. Oui, le numéro 1 pour moi, c'est le PSG. D'accord. Il a tout évoqué, mais le point fort pour le PSG a beaucoup plus été intelligent et vigilant, c'est de ne pas avoir lâché une arme pour, je dirais, un potentiel candidat au titre, un sérieux potentiel candidat. Je parle du Real Madrid. Ce côté de Nasser a été bien ficelé, bien managé à mon humble avis. Vous appréciez le fait de n'avoir pas laissé Mbappé pour le Real Madrid. Parce que je pense que Nasser est en train de se faire du mal. Mbappé va partir dans... le contrat de Mbappé va venir à terme en janvier. Vous voulez parler de l'argent? Mais pas forcément de parler de l'argent, mais il est en train de dire qu'il est en train de vendre le talent. C'est vrai. Aujourd'hui, Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais moi, je pense qu'il a mal géré ce dossier. Moi, je pense qu'il a bien. Par contre, moi, je pense qu'il a bien géré parce que quand vous gardez Mbappé, vous ne laissez pas une arme à un de vos potentiels candidats. Ça vous permet de tout consolider, de bâtir une équipe. Mais vous êtes en train de briser le rêve d'un jeune garçon qui veut rien. Mon frère, quand on est capitaliste, à un moment donné, il n'y a pas la place au sentiment. Ses ambitions d'abord. N'est-ce pas? Et le PSG, pour moi, c'est le moment, c'est l'année où il faut tout donner pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Imaginez un peu Mbappé, Kylian Mbappé, vous pensez que avec le Real Madrid. Cette année, le PSG va remporter la Ligue des Champions? Je pense que c'est le moment. C'est le meilleur moment. Quand je prends un peu les différents clubs, je prends un peu tout ce qui s'est passé. Quand on prenait aujourd'hui, je vais en même temps, même si c'est sauté du coq à l'âne, quand je prends Manchester United, par exemple, il va falloir donner au moins une saison à cette formation-là. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain? Oui. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain? Parce que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a des éléments qui ont cette capacité-là de se concerter. En dehors de celui qui est sur le banc, l'Argentin Pochettino, vous avez des joueurs qui sont déjà dans une cage dorée, qui ont cette capacité-là de se concerter, de se dire, mais les gars, on est là, on sait ce dont tout le monde...
On sait ce dont tout le monde est capable. Toi, tu fais ceci. Ramos, tu es là. Dans les dernières secondes, tu es là. Tu cherches les corners à l'air. Messi, les coups francs, tu sais. C'est facile, hein. C'est facile à dire. Oui, hein. C'est quand même trop beau pour aller chercher une idée. Oui. Donc, je vais On va évoluer. Avec United, par exemple, vous savez, Cristiano, c'est parce que dans les dernières secondes, il n'y avait pas de point de chute. On ne sait pas où mettre la tête. Et on connaît d'où on vient. Hein. L'enfant perdu, on revient rapidement à United. On prend son dorsal 7. On nous dit que ça va marcher. Ça ne va pas forcément prendre en même temps parce qu'il y avait d'autres joueurs. Il y avait déjà un Bruno Fernandes qui est le maître à tout faire à un moment donné. Quand Cristiano vient, ça veut dire que Bruno Fernandes revient en dessous. Et avec la sélection, on voit que quand Fernandes est en dessous et Cristiano est patron, Fernandes ne fout plus rien. On va voir ce que ça va faire avec United quand même. Et celui qui est sur le banc, l'ange là, est-ce qu'il va pouvoir manager tout ce qui va se faire avec United? C'est la question. Pour moi, en Angleterre aujourd'hui, je vois City et Chelsea dans cette course finale au titre. Parce que quand on le veut ou non, il y a Grealish qui est là, qui est un plus très important pour cette formation. Il est arrivé pour 117 millions d'euros de provenance d'Aston Villa. Guardiola. C'est incroyable. Pour sa dépense, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a laissé la main. C'est folle dépense. Et il nous dit qu'il est fatigué après 7 ans, il va aller se reposer. On ne sait pas trop à qui il veut confier ça, si c'est toujours à Arteta. Mais on verra bien. Pour moi, Liverpool, je ne sais pas. Vous concluez? Oui. Pour moi, Liverpool, le mercato de Liverpool, j'ai pratiquement pas compris. Je ne sais pas pourquoi Mané et Salah sont toujours ensemble. C'est vrai que par moment, on fait la paix. Vous êtes des Africains, mais il n'y a pas eu des offres en tant que tel. Oui, il n'y a pas eu des offres, mais à mon humble avis, c'est comme si on aurait, à un moment donné, demandé aux joueurs de faire le mea culpa pour rester au club. Parce que quand je prends Mané par exemple, si Mané fait... c'est-à-dire l'entourage du joueur fait un bon lobbying, également Salah, ce joueur pourrait rebondir ailleurs. Pourquoi pas en Espagne, pourquoi pas quelque part. Mais bon, ils sont toujours restés à Liverpool, qui enregistre également l'arrivée d'un certain Ibrahima Konaté en provenance de Leipzig pour 40 millions d'euros, sans oublier, l'arrivée également de Tammy Abraham, l'ancien de Chelsea, du côté de la Roma, à côté de José Mourinho. Il a même commencé à marquer des buts au niveau de la Serie A italienne. Messieurs, on est arrivé pratiquement au bout de cette aventure, en tout cas, que je crois a été intéressante pour les uns et les autres. On va faire le tour de table pour saluer quelques personnes rapidement avant de se retrouver lundi prochain. Mon cher Etchevi Tengue. Salut à Timba, salut au grand tailleur Achon et à tous ceux-là qui nous ont suivis. Voilà. Vicente Noussoulé. Oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je salue rapidement Marcelin Soronou. Il y a un certain Thierry qui est en train de me suivre aussi. Bonjour à lui. Le jeune frère Valentin. Pourquoi pas? Il est là. Mon cher Noël de Souza. Oui, tous ceux qui connaissent Noël de Souza, je vais saluer la directrice et tous ceux qui nous ont suivis de son côté. Je dirais tout simplement un grand coucou aux Marseillais qui ont toujours ce refrain de la finale des décennies. C'est normal. Et qui malheureusement n'arrive plus à décoller. N'est-ce pas? On va voir qui va décoller cette saison. Bonjour particulier à tous ceux qui ont suivi l'émission, tous ceux qui sont sur la plateforme PFE. D'accord. À mon ancien coach, Amadou Mounirou et à Habib. Merci et bonne semaine à tout le monde. On se retrouve lundi avec le même plaisir, même chaîne, même heure. On prend le temps de saluer Elinio Dorkenou, Raymond Assiobo, le club Soli FC du côté de Kégué, la plateforme 3C, sans oublier le commandant Atekwe et puis le commandant Ananou. Merci messieurs, ça a été un plaisir d'être resté à votre compagnie. Merci. On se souhaite une bonne santé. Et c'est le mois d'anniversaire de Radio Sport FM. On fait 20 ans. Le 14 septembre prochain. On va manger quand même. Ça n'arrive pas tous les jours. Ah oui. Ouais, c'est naturellement ça. Merci Elom Adovon. L'émission est à retrouver sur sportfmtg.com. Mille gratitudes à Théo Ajavon. Merci à toutes et à tous. On se dit paix, amour, unité dans tout ce que nous faisons. Peace and love. À très bientôt et à lundi. Ciao, ciao.